Nobel ou poubelle? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. Le biopic en BD? Une fausse bonne idée? Salut Laurelou! Salut Jeanne! Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial BD, Le Fantôme d'Odessa, avec Camille de Toledo au scénario et Alexander Pavlenko, un illustrateur russe, à l'illustration. Cette bande dessinée, eh bien, nous avons eu l'idée de la lire puisque nos élèves la découvrent dans le cadre d'un prix littéraire qui est organisé à destination des lycéens. Je dois dire qu'au départ, je n'étais pas très enthousiaste. On retrouve cet auteur que nous avions déjà rencontré lors du prix Goncourt des lycéens et qui ne nous avait pas totalement enchanté précédemment. Une BD en plusieurs parties, avec un récit enchâssé. Tout d'abord, on retrouve la fille d'Isaac Babel à Washington de nos jours, qui dialogue avec la personne qui publie la lettre, donc quelqu'un de l'association Mémorial, dont l'action se concentrait sur des recherches pour retrouver les gens qui avaient été disparus par le KGB, association dont j'ai consulté le site internet la semaine dernière et qui vient d'être dissoute par la Douma. Oh, mais quel professionnalisme, Jeanne! Et oui. On a donc un flashback sur l'incarcération de son père, Isaac Babel, auteur russe, dont l'un des scénarios a pratiquement failli être adapté par Eisenstein. Encore enchâssé dans cela, un récit, celui de Benia, l'un de ses personnages qui vit dans l'Odessa du début du XXe siècle, dont on retrouve les aventures chez Actes Sud. On a une BD un peu particulière en termes du traitement du gaufrier, de la couleur. Je te laisse en dire plus. Bien, je dois dire qu'au sujet de cette bande dessinée, j'avais énormément d'a priori négatifs. D'abord parce que je me méfie beaucoup, pour moi c'est un red flag absolu des écrivains qui se mettent à la BD. En général, c'est un petit peu synonyme de j'avais pas assez de matière pour écrire un roman ou un essai, donc je vais faire une bande dessinée, ce sera plus accessible. Et à ça, je dois dire que mon a priori s'est révélé inexistant finalement. Enfin, en tout cas, c'était erroné, puisque là, on sent bien quand même que l'objectif va au-delà d'une vulgarisation un petit peu lourdingue ou un peu facile. Même si j'apprécie pas tellement le dessin de Alexander Pavlenko, il y a quand même un énorme effort sur la composition des planches qui est faite. Ça, c'est évident. Oui, on a au départ l'incarcération d'Isaac Babel avec une case en couleur au milieu, entourée de plein de petites cases en noir et blanc, dont le style évoque pour moi plutôt un collage papier. Avec, en revanche, tu as raison, les cases en couleur ont un style de dessin très classique. Oui, et pas très plaisant. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas très aimable. Et pourtant, il y a beaucoup de styles de dessin que j'aime et qui sont pas forcément très appréciés, dessins un peu steampunk ou dessins très hachurés. Là, c'est pas le cas, mais d'un autre côté, pour moi, ce style-là est assez rédhibitoire. Les couleurs, j'aime pas du tout les couleurs. Alors, les couleurs sont très sombres. Assez ternes, ouais. Terne, c'est le bon mot. Et les bulles sont avec la typographie, je pense, c'est courrier. Oui, la police. Ça, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est un peu. Il manquait plus que le comics sans MS, et là, on était au maximum du dégoût. Là. Tu fais partie de la brigade comics sans MS. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé les cases en noir et blanc. Je trouve que le style, on dirait presque un négatif de photographie. Et surtout les pages où on a les pages qui font un parallèle entre la vie du personnage de Benia, dont un personnage fictif écrit par Isaac Babel, et son incarcération, où on a donc une sorte de parallélisme de construction. Bisous à Madame Fourier pour cette expression que j'ai recasée dans tous mes devoirs de français. Ça peut donner l'impression qu'on fait le parallèle, plus ou moins évident, entre la vie du personnage et la vie de l'auteur. Est-ce que c'est pertinent? J'en sais rien, voilà, mais visuellement, ça rend bien. Voilà, non mais justement, sur la composition, je trouve que c'est un vrai beau travail d'artiste de bande dessinée. Hein. Et là, Camille de Toledo, je ne sais pas tellement comment il s'y est pris, s'il a proposé un découpage, ça m'étonnerait un petit peu à son dessinateur, à moins que finalement ils s'y connaissent très très bien en bande dessinée, je ne sais pas. Est-ce que tu as lu les interviews à la fin? Oui,
Oui, j'ai lu les interviews à la fin. Justement, moi, c'est aussi ce qui me rebutait au départ. C'est le paratexte extrêmement abondant qui m'envoyait un petit signal type « Oulala, j'ai pas tout réussi à caser dans les petits dessins, il faut que j'explique tout par un autre moyen ». Donc ça ne me plaisait pas tellement, surtout que là, pareil, la police taille 8, non, c'est pas possible. Pensez aux myopes, s'il vous plaît. Donc ça, oui, c'était un petit peu effrayant de prime abord. Maintenant, je trouve que c'est quand même une lecture déjà qui est très intéressante puisqu'elle fait le portrait de la Russie de jadis. Et il y a plusieurs jadis. Hein. Il y a le moment de la révolution russe, 1917, etc. Après, l'apogée du stalinisme et des purges, etc. Et en même temps, évidemment, à mon sens, la publication de cette bande dessinée... elle fait bien évidemment écho aussi à la situation de la Russie d'aujourd'hui. Enfin, bien sûr. Voilà, donc surtout dans ce contexte de guerre en Ukraine, etc., des informations massives, de répression de tous les journalistes qui pourraient faire entendre une voix dissidente, ou voilà, même on a tout ça en tête, bien sûr. Pour moi, c'est surtout sur l'histoire du KGB. Sans vouloir trop spoiler, donc Isaac Babel a écrit, lorsqu'il était incarcéré, le KGB a voulu lui faire écrire de faux aveux. Comme il a refusé, ils ont fini par les écrire à sa place et lui faire signer sous la torture. Et donc, il a utilisé le papier, c'est ça qui est magnifique, que l'on lui a donné pour écrire une fausse confession, pour écrire à sa fille une vraie confession, qui est très touchante parce qu'on voit que c'est plus qu'une confession d'un père, c'est la confession d'un homme. Il lui avoue des choses qui sont assez... Oui, qui pourraient mettre mal à l'aise, je sais pas, un père et sa fille. Lettre qu'il a donc... cachée entre les briques. Il a passé une nuit à creuser, à enlever le mortier pour cacher la lettre, qui n'a jamais été retrouvée. Seulement, elle a été retrouvée après la chute de l'URSS par un peintre en bâtiment qui était venu refaire la cellule après libération de quelques prisonniers politiques. Non, c'était dans les années 60, je pense, je sais plus. Enfin, avant la chute du régime, et qui avait tellement peur... En fait, qui savait ce qu'il avait entre les mains, mais qui avait tellement peur de se manifester qu'il ne l'a pas fait. Et c'est seulement à la chute du régime qu'il est allé voir l'association mémoriale et que elle a pu être rendue à sa fille. Et avec une histoire mais complètement folle de mensonges où ils ont fait croire à sa fille qu'il était vivant, qu'il était en prison, mais bon, dans une prison un peu à ciel ouvert. Il était comptable, etc. Avec de faux témoignages. On a vraiment l'impression d'être dans un thriller d'espionnage soviétique, un peu James Bond. Avec une réalité complètement reconstruite. Voilà. Ouais. Moi, ce qui me gêne un petit peu, et justement, c'est lié au dessin, c'est le fait que déjà tous les personnages aient la même tête. Et pour moi, ça bloque un petit peu l'empathie qu'on peut avoir. Heureusement que l'histoire est quand même effectivement très prenante et pleine de rebondissements, parce que sinon, je dois dire que j'aurais vraiment eu du mal à aller jusqu'au bout du récit. Et en tout cas, la première partie, tout le récit de son emprisonnement, Isaac Babel, j'ai trouvé ça extrêmement long. Et à partir du moment où l'histoire de Benya commence, déjà, j'étais davantage dedans. Enfin, je trouvais ça plus vivant, plus intéressant, tout simplement. D'accord. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que j'ai pas eu de problème à distinguer les personnages les uns des autres, personnellement. Et j'ai trouvé que l'intro où on commence... c'est vraiment la BD in medias res par excellence, je trouve. On commence direct dans l'arrestation. Et le fait qu'on ait les petites vignettes en noir et blanc qui forment un cadre, qui fait un flashback de la scène qui est centrale sur la planche... Je trouve qu'on a donc plusieurs temporalités dans la même planche, et à la fin, ça se rejoint, et toute la planche représente une scène de torture, et j'ai trouvé que c'était très fort. Encore, ça fait un petit peu manipulateur de « tiens, boum, effet, noir, tu veux du noir ?» Enfin, tu vois, un découpage qui fait son petit effet, mais je trouvais que c'était efficace. En revanche... Alors que pour moi, ça manquait vraiment de lisibilité, et j'ai pas du tout compris pourquoi dans un cas il fallait suivre l'histoire, il fallait suivre la vignette centrale et puis après regarder les vignettes en noir et blanc. J'étais perdu, vraiment. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison, mis à part que c'est cool. Et ça crée un effet choc. Voilà, mais j'ai été choquée. Ça a marché pour moi. Et en revanche, je trouve que pour l'histoire de Benya, qui en fait... À la base, c'est une histoire de fiction, c'est un roman, je crois, ou un scénario, je sais plus. Scénario, ouais. Mais là, ça sert de prétexte à expliquer la révolution russe. Et alors vraiment, et c'est, je pense, ce qui a rebuté les élèves, c'est qu'on est jeté
Alors, j'ai fait un petit lexique. Là, j'ai la fiche que j'ai donnée aux élèves sous le nez pour expliquer déjà plein de mots en hébreu, plein de mots en russe. Nous, on lit ça avec des secondes, donc c'est pas leur programme. Ils n'ont pas vraiment vu ça. Donc, un soviet, ils savent pas ce que c'est. Oblast, ils savent pas ce que c'est. Alors, ne parlons même pas des différents personnalités. Alors, du yiddish, mais des personnalités politiques. Oui. Donc ça, je pense que c'était compliqué. Et donc là, le fait qu'on ait la mafia juive, les bolcheviks, les Russes tsaristes, Kerensky, personne ne nous explique qui fait quoi. J'ai trouvé que ça faisait un très bel effet parce qu'en fait, après, quand il y a une révolution, c'est le bazar. Oui. Et on comprend rien. Comme nous, on a un peu étudié ça, je pense, on a des souvenirs, on arrivait à peu près à s'en dépatouiller. Et je pense qu'il y a plein de petites références que les élèves n'ont pas du tout vues. Notamment, à un moment, il tend une brochure Что делать, donc de Lénine, que faire sur la Révolution. Donc ça leur est passé à 15 000 au-dessus. Ce qui nous amène à la question de savoir si c'est vraiment une bande dessinée destinée à un public de lycéens. Et la réponse est, à mon avis, clairement non. Et je pense que la seule raison pour laquelle elle a été incluse dans une sélection pour lycéens, c'est que c'est de la BD, donc ça doit être plus simple. Mais à mon avis, les petits lecteurs seront encore plus incapables de lire cette BD et de la comprendre que le plus gros roman de la sélection. Et en plus, les romans, pour le coup, sont pas très très longs ni ardus. Alors, je suis pas trop d'accord. Je pense que ça a été inclus parce qu'il y a écrit Odessa dans le titre. Honnêtement, à mon avis, c'est ça. Et c'est, les jeunes, il faut qu'ils se tiennent au courant de l'actualité. Et là, ça contextualiserait peut-être un peu l'actualité, je sais pas trop. Pourquoi est-ce qu'on ferait lire de la bande dessinée aux élèves en se disant il faut qu'il y ait plus que la bande dessinée ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que la bande dessinée transmette des connaissances historiques ? Je veux dire, les autres romans de la sélection ou nouvelles, on n'attend pas d'eux ou d'elles qu'elles aient une charge historique ou philosophique. Voilà, on les lit pour eux-mêmes. Là, se dire à chaque fois la bande dessinée en elle-même, elle suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi un plus, que ça leur apporte des informations, peut-être pour leur cours d'histoire ou pour leur connaissance de l'actualité. Mais je vois pas pourquoi. Je vais dire, il serait temps maintenant, tout simplement, que même dans le milieu éducatif, on apprenne à lire des bandes dessinées pour ce qu'elles sont, et ça peut être des récits, ça peut être des intrigues. Il ne faut pas forcément une valeur ajoutée à la bande dessinée si c'est une bonne bande dessinée. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ton coup de gueule. Je me calme. Non, mais t'as raison. En revanche, je pense qu'il y a une grande partie de l'édition bande dessinée qui est documentaire. Là, nous, on reçoit des pubs, l'économie en BD, l'histoire de France en BD, la physique quantique en BD. Il y a tous les biopics, on a toutes les biographies en BD. Et c'est vrai que pour les élèves, moi, je vois globalement ce qui sort. Nous, on a quand même des primaires, collèges, lycées. Pour les petits, c'est de la franco-belge, les grands classiques. Gros succès de Blake et Mortimer, ce qui m'étonne toujours. Quoi ? Mais oui, apparemment, les bulles de D-Line ne leur font pas peur. Voilà, de la BD de gag, une planche égale une histoire, ça c'est ce qui sort. Oui. Tout ce que tu détestes en gros, tu vois. On en avait parlé lors du podcast Féminisme en bande dessinée. À mon avis, les élèves n'en retirent pas grand-chose sur le sujet abordé, ils retiennent pas grand-chose, et en plus, potentiellement, ça va les dégoûter de la BD, parce que c'est pas fait pour être une bande dessinée, c'est fait pour vulgariser un sujet. Donc, pour moi, c'est vraiment 100% perdant. Sachant que c'est vrai qu'il faut les amener à la bande dessinée, parce que moi, je vois bien dans l'atelier BD que je fais avec les petits, ils ont du mal à prendre les BD plus, et je mets plein de guillemets, expérimentales que j'ajoute, que je mets un petit peu comme ça, hop là, discrètement dans la sélection. Eux, ils veulent ce qui est familier. Et l'année dernière, on avait eu vraiment une discussion, pas houleuse, mais qui n'avançait pas, où les élèves disaient on ne peut pas mettre sur le même plan un roman et une BD, parce qu'un roman, c'est une vraie œuvre d'art. Une BD, c'est juste un type, il avait 3-4 paragraphes qu'il a illustrés. En gros, il a résumé un roman, il a illustré. En fait, il ne voyait pas qu'il y avait, ce que je t'ai déjà dit 1 milliard de fois, des codes à part pour la bande dessinée. Oui. Le fait que c'est pas juste une juxtaposition texte-image. Et ça, c'est un truc qui peut paraître évident. Et ça, c'est je pense pour des jeunes qui ne lisent que de la franco-belge, et c'est pas acquis. Bien sûr, surtout que dans ce qu'ils lisent en général, je vais pas dire que tous nos élèves lisent uniquement ça, mais on a beaucoup de bandes dessinées de genre
Et il faudrait comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire on peut comparer un roman policier avec une bande dessinée de série policière, voilà. Mais effectivement, si on prend la recherche et qu'on compare avec les Schtroumpfs, oui, c'est sûr qu'on va pas aller très loin et on va dire non, on peut pas le mettre sur le même plan. Mais c'est totalement logique. Il faut juste avoir conscience du fait que en bande dessinée comme en littérature, déjà il peut y avoir différents genres, et puis il y a aussi des œuvres inclassables, et puis des œuvres qui font état d'une recherche très avancée, d'autres qui se contentent de quelque chose de très facile. Enfin, ça me paraît évident. Pour revenir à biopic, une fausse bonne idée, je trouve que pour autant d'habitude les biopics en BD, ça me tombe des mains. Autant là, je trouve que comme c'est rythmé, on change de style visuel entre chaque chapitre. C'est une histoire qui est émouvante. On a différents style narratif, on pourrait dire, entre les chapitres. Il n'y a que des grandes cases, quasiment. Donc, on a pas mal de panoramas et de paysages. Moi, j'ai trouvé que la scène où ils se font... Enfin, spoiler, où un des groupes se fait massacrer sur fond de poèmes de Pouchkine. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un effet quand même émotionnel. Un souffle. C'était pas uniquement documentaire. J'ai trouvé qu'il y avait un effet créé et de l'émotion. C'est pour ça que je te disais que j'avais bien aimé aussi cette partie-là, justement, sur l'histoire de Bénia, parce que je trouve qu'il y a effectivement une espèce de souffle un peu cinématographique, et on peut se dire, on aimerait bien voir le résultat. C'est dommage, apparemment, c'est un continuateur d'Eisenstein qui a essayé de le monter, mais de façon pas très satisfaisante, d'après ce qui est dit, je crois, dans la postface. C'est sans aucun doute. J'ai revu mon préjugé de départ, et alors que je m'attendais à quelque chose de catastrophique et de lamentable, non, c'est pas du tout ça. Les amateurs d'histoire, ils trouveront forcément quelque chose. Les amateurs de BD, peut-être moins. Je voulais juste ajouter, parce qu'en fait, pour moi, c'est surtout ce que je retiens de cette histoire, au-delà de l'aspect historique, c'est les réflexions de l'auteur à la fin dans sa lettre sur la place de l'artiste dans la société, notamment en temps de guerre. On pourrait croire, vu qu'il est emprisonné pour son œuvre, quelque part, il est prisonnier politique, d'opinion. On pourrait croire qu'il va utiliser son art pour faire passer des messages, mais justement, il est contre... il a plutôt une approche l'art pour l'art. Et ce qui est surprenant, je trouve. Donc, sa lettre à la fin pourrait être un point de départ, je pense, d'une réflexion, notamment avec des élèves, sur la place de l'artiste dans la guerre. Et c'est beau aussi, c'est assez poignant, hein, ce débat entre culpabilité, innocence, puisque lui-même exprime une forme de culpabilité, non pas évidemment vis-à-vis du régime, mais vis-à-vis de la façon dont il aurait pu utiliser sa plume, mais effectivement il s'en explique aussi en disant voilà, moi j'écris pour décrire la vie, je n'ai pas porté de jugement moral tellement en fait sur les comportements des uns et des autres. Ce qui m'intéresse, c'est cette force de vie, voire de mort finalement, hein, comment on se détruit, quelle relation on peut avoir dans notre monde. Donc ça, c'est vrai que c'est assez beau, et effectivement, je pense que ça donnera lieu à des débats. Merci Laure-Lou. Merci Jeanne. Eh bien, à une prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Faites-vous votre propre idée. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Bisous. À bientôt. Ciao.